Hello, c'est Milan d'Uncode School. Bienvenue sur notre podcast dédié aux professionnels du no-code. On y parle outils no-code bien évidemment, mais également recrutement, productivité, entrepreneuriat et surtout bonnes pratiques pour naviguer dans cet écosystème no-code passionnant. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Vatrigan, qui est Head of Product and No-Code chez GoJob. Et pour ne rien te cacher, c'était un épisode que j'attendais beaucoup. Thibaut a une véritable réflexion sur le métier de Product Builder et de plus, il l'expérimente tous les jours avec son équipe no-code chez GoJob. Donc dans cet épisode, on va donc parler de sujets très importants pour la professionnalisation du no-code et faire en fait un focus tout particulier sur la manière et les étapes qui lui ont servi à mettre en place une véritable équipe de professionnels des outils no-code. Il y a, je ne vais pas te le cacher, énormément de bonnes pratiques que tu peux ensuite réutiliser pour ton entreprise ou tes équipes dans ce podcast. En fait, c'est un de mes épisodes qui ressemble le plus à une véritable masterclass que tous les product builders devraient écouter. Donc prépare-toi à prendre des notes et si tu veux devenir un professionnel des outils no-code, cet épisode est pensé pour toi. Sans plus attendre, ça démarre. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau podcast de Session de Uncode School. Et aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'avoir Thibaut Vatrigan à ce micro. Et c'était, pour ne rien vous cacher, une conversation que j'attendais en fait depuis très longtemps. Parce que Thibaut, il fait partie de ces quelques personnes qui réfléchissent vraiment aux carrières pass, à comment on doit mettre en place des équipes de product builder. C'est exactement ce que tu es en train de faire en fait chez GoJob et on va avoir l'occasion en fait de discuter de tout ça durant une petite heure, si tout va bien, si on ne dépasse pas. Et du coup, je suis hyper content en fait de t'avoir. Donc, merci beaucoup Thibaut d'avoir accepté. Et comment est-ce que ça va déjà pour démarrer ? Salut Milan et bonjour à tous. Et écoute, ça va très bien dès qu'on parle de nos codes. De toute façon, ça ne peut Parfait. qu'aller. On parle, si je comprends bien, on parle sous le soleil de Aix-en-Provence, puisque toi, du coup, GoJob et toi et GoJob, vous êtes situés à Aix-en-Provence, si je me souviens Exactement. bien. Ok. Au Bon. sud de Aix, donc grand soleil en perspective. Donc, quand on parlera recrutement tout à l'heure, ceux qui veulent s'expatrier à Aix-en-Provence et profiter un petit peu du soleil, on fait du no-code au soleil à Aix-en-Provence. Donc, ça, c'est noté. Et pour ceux qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, au moins, vous avez l'information. Eh ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avant de démarrer no-code, product builder, carrière, recrutement et les différentes stacks qu'on va pouvoir évoquer en fait ensemble durant cette session, j'aimerais bien que tu puisses te présenter. Thibaut, comment tu te présenterais ? Yes, donc rapidement Thibaut, je suis actuellement chez GoJob, on pourra revenir sur GoJob. Je suis Head of Product et No Code, donc j'ai une partie de mon boulot qui consiste à faire du product management et à driver des product managers, et une autre partie qui consiste à monter une équipe No Code et assurer que la team No Code délivre de la fiabilité et de la valeur. Trop bien. Et alors, avant qu'on aille un petit peu directement dans le côté plus effectivement sur l'organisation de l'équipe no-code, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Toi aussi, tu es ingénieur, tu as fait autre chose. Comment ça se fait que tu es arrivé chez GoJob et aujourd'hui, finalement, que tu es là, on est ensemble à parler no-code ? Comment ça se J'ai passe ? Ouais, donc écoute, j'ai une formation ingénieur, donc je suis drivé beaucoup par la tech à l'origine, et j'ai fait quelques années de conseil en stratégie spécialisé dans le digital, donc du conseil comme on le connaît, spécialisé sur comment est-ce que je peux aider des clients, des grands comptes à saisir l'opportunité de nouvelles technologies. Dans cette optique-là, je me suis beaucoup intéressé aux objets connectés à une période. Et c'est l'opportunité de descendre dans le sud de la France qui m'a fait rejoindre GoJob il y a maintenant 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, il se trouve que chez GoJob, j'avais la double casquette product et no code. Et c'est mon attrait pour la tech, pour les nouvelles technologies, pour la conception qui m'a amené à m'y intéresser plus spécifiquement. Ok, et juste pour bien comprendre, parce que c'est vrai que c'est ça qui est aussi hyper intéressant finalement dans ce monde des outils no-code. Tout le monde n'est pas forcément ingénieur, tout le monde n'a pas fait de code avant.
c'était quelque chose en fait que tu avais déjà fait en fait dans ton taf d'ingénieur avant, finalement, du code, peut-être même plutôt de la base de données ou même des automatisations, autre chose. Avant d'arriver chez GoJob, c'était des choses sur lesquelles tu t'étais déjà intéressé ou pas du tout? Avant d'arriver chez GoJob, je ne connaissais pas le no-code. Je ne connaissais pas le mot no-code d'ailleurs. Je savais coder de manière scolaire. Donc, j'ai appris à coder. J'en ai jamais fait dans le cadre professionnel, dans le cadre de mon travail. J'en ai déjà fait sur des petits side projects perso. Mais donc non, niveau professionnel, c'était complètement nouveau pour moi, tout cet univers du code. Ok. Et du coup, trop bien. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout à l'heure, à la limite, comment t'es tombé dedans. Mais pour comprendre, du coup, chez GoJob, en fait, il y avait déjà en fait une veille sur le sujet ou finalement, toi, de ton côté, tu as toujours fait un peu une veille sur ces stacks-là et peut-être c'est via du side project en fait que tu as commencé à t'intéresser un petit peu aux outils no-code ou pas du tout? J'ai remplacé chez GoJob Florent Isidore, qui lui Ah, avait commencé à s'intéresser au no-code. Et on avait deux, trois cas d'usage qui commençaient à tourner en no-code, avec une stack qui était un petit peu sur du Integromat, donc Make ok. aujourd'hui, un petit peu du Zapier, un petit peu du Parabola, et quelques cas d'usage. Et là où j'ai travaillé sur le no-code chez GoJob, c'est à prouver la valeur du no-code auprès de nos sponsors métiers, auprès du COMEX, et notamment auprès du CTO, pour engager la construction d'une équipe. Aujourd'hui, on est une équipe de no-codeurs. Donc, scaler finalement ce qui avait été initié par Florent, ça a été mon grand travail. Mais le no-code avait déjà été initié chez GoJob. D'accord. Ok. Et ben, à la limite, avant qu'on démarre directement sur tous ces sujets-là un peu plus en détail, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que GoJob? Yes, GoJob, on est une scale-up basée à Aix-en-Provence. Et notre objectif dans la vie, c'est de hacker le chômage. Donc, Ok, c'est de mettre des gens gros qui n'ont taf. pas d'emploi, de les mettre au taf. Comment on le fait? On le fait au travers du digital. Donc derrière digital, il y a des automatisations bien sûr et du no-code. Il y a du dev, de la data. Il y a du machine learning, parce qu'on fait beaucoup du matching du coup entre une offre et une demande pour que les bonnes personnes puissent trouver les bons emplois. Et on le fait au travers du contrat d'intérim. Et donc on se qualifie comme une agence d'intérim digital. Et on a été créé il y a quelques années et on continue de grandir. Ok, d'accord. C'est très clair. Et alors là, rentrons directement dans le vif du sujet. Une agence d'intérim digital qui a pour but de hacker le chômage. Bon, globalement, c'était possible à faire en fait en full code. Donc, pourquoi être parti sur du no-code? Tu m'as dit, Florent, Isidore, qui du coup en fait t'a précédé dans le travail, commençait à faire ce travail-là, mais j'imagine que toi tous les jours, tu es un peu en train d'essayer des nouveaux outils ou de comprendre en fait cet environnement-là. Comment ça se fait que dans une scale-up, on se met à faire des outils, on se met à utiliser des outils no-code alors que finalement, il y a déjà des développeurs en interne qui sont capables de faire ça. Pourquoi avoir choisi de partir sur des outils no-code? C'est une excellente question et déjà, c'est important de le rappeler qu'effectivement, chez GoJob, on a des développeurs. Dans notre équipe tech, il y a des squads avec à la fois des product managers, des développeurs et on a différentes squads qui adressent tous nos maillons métiers. Donc, notre périmètre produit, il est déjà couvert par du dev. Et ensuite, on a un certain nombre de compétences transverses qui chacune nous apportent certains éléments en plus du développement. On a le UX ou le design, on a la data analytics qui nous permet de définir des indicateurs de performance et de bien connaître notre métier. Et on a la data science, j'en ai parlé, qui nous permet d'aller positionner à certains endroits de notre produit des algorithmes de machine learning pour être plus efficient et dépasser la concurrence. Et on avait effectivement pas le no-code. Mais on avait déjà tout cet environnement-là tech, et c'est important de se dire que l'équipe no-code est arrivée et doit s'intégrer dans cette équipe produit tech au sens large. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'avait pas et que nous apporte le no-code? Et on l'a prouvé au fil de l'année et demie qui s'est écoulée. Nos devs, nos développeurs, ils sont centrés sur des sujets cœur de métier. Comment est-ce que chez GoJob, je gère mon processus de candidature? Comment est-ce que chez GoJob, je gère les missions, donc toute la partie variable de paye,
toute la partie de la paye, la facturation. Et ce qui nous manquait, c'est 2 choses principales. Premièrement, c'est d'avoir une force de frappe pour aller rapidement tester un concept sur le marché. Ok. Et Cette partie sur un peu ce MVP, finalement, c'était ça qui manquait parce que, juste pour comprendre, il n'y avait pas de disponibilité en fait, des développeurs pour faire ça, ou alors ça ne les intéresse pas du tout. Si ça les intéresse, c'est sous ma casquette, product manager, je préfère mettre les développeurs sur le cœur de métier d'aujourd'hui, la fiabilisation, l'automatisation. Mais si demain, et c'est ce qui s'est passé, GoJob me dit: «On a notre produit sur le périmètre français, il faut aussi aller faire le même aux États-Unis», parce Ouais. que la stratégie produit, c'est d'aller aux États-Unis. Ben, je préfère, dans un premier temps, laisser mes développeurs focus sur l'amélioration, l'automatisation, de l'existant aujourd'hui en France, parce qu'aux États-Unis, bah, il faut un produit pour demain. C'est un marché qui est incertain. On n'a pas encore prouvé qu'on pouvait y aller. En deux. Et en trois, on ne connaît pas assez bien le marché. Est-ce que les statuts de recrutement d'un intérimaire qu'on va avoir chez nous aux US sont les mêmes qu'en France? Et donc, le no-code, dans cet exemple précis-là, il nous permet justement d'aller rapidement tester le concept, d'aller dérisquer et de commencer en fait à avoir du volume, hein, puisqu'on s'est retrouvé avec 150, 200 travailleurs chaque semaine, donc travailleurs nouveaux chaque semaine, uniquement sur une plateforme no-code. Mais dans ce Ok. cas-là, le no-code, on le voit comme une manière d'aller prendre de l'apprentissage et rapidement avoir de la valeur. Et dans ce cas-là, c'est plutôt, ça reste un MVP. Il est destiné à être remplacé ensuite par un produit qui est fait par des développements, dans la mesure où on a besoin de beaucoup s'interconnecter avec notre back-office dans son ensemble. Et ça se supporte très très bien en dev. Et alors, attends, vous êtes déjà aux États-Unis ou pas? Ouais, du coup, Ok. on a lancé notre plateforme en no-code aux États-Unis. Elle a tourné pendant 5 mois. Pendant 5 mois, on a appris. On a pu itérer hyper rapidement grâce au no-code. Et surtout, au bout de 2 mois, le moment où on avait un petit peu dérisqué le sujet, on a mis nos développeurs qui ont pu délivrer finalement la version de notre back-office avec des développements. Alors, c'est génial. Il faut que tu me racontes la stack no code que vous avez choisie pour partir. Parce que c'est vrai que de prime abord, pour quelqu'un à la limite qui s'y connaît pas forcément, pourrait se dire bon, bah, vous avez déjà en fait une super stack code en France. Tout fonctionne bien. Pourquoi pas faire dupliquer en fait directement cette plateforme pour les États-Unis, puis itérer directement sur cette version américaine de la plateforme. Euh, Pourquoi vous n'avez pas choisi ça et en fait, quel stack d'outils vous avez choisi pour partir attaquer les États-Unis? Parce que ça, c'est quand même Mmh. assez nouveau. C'est la première fois que j'entends en fait quelqu'un qui part aux États-Unis avec une stack no-code alors qu'il a déjà quelque chose en fait en Mmh. France de pérenne. Ça m'intéresse que tu me racontes un peu ça. Et alors, contrairement à ce que tu dis, c'est exactement le choix qu'on a fait, hein, c'est de prendre ce qu'on a fait en dev et de le mettre aux US. D'accord. Simplement, répliquer un back-office, même si on le fait de manière itérative, et c'est ce qu'on est en train de faire, hein, il sera livré probablement de manière pérenne dans 3, 4, 5 ans. Mais même les premières briques, si tu veux avoir un cycle d'itération, ça se comptait en mois. Or, on voulait se lancer aujourd'hui, on voulait apprendre aujourd'hui, on l'a fait en no-code en une semaine. Donc, on a fait Ok. le choix simultané de, dès qu'on a dérisqué le sujet, d'y aller avec les devs et de répliquer la stack, et c'était bien ça notre vision. On a fait, si tu veux, et dit autrement, le MVP du MVP en no code. D'accord. Ok. Et au niveau de la stack d'outils, du coup, vous êtes parti sur quoi? Parce que là, du coup, l'idée, c'était justement de faire un back-office pour GoJob, mais US. Oui, centralisé sur la gestion du recrutement. Donc, c'est un outil interne à base de Airtable en mode Kanban, plus des automatisations sur Make qui permettent de faire avancer les candidats dans le processus de recrutement, d'échanger avec les candidats, plus aussi un front. C'est assez curieux qu'on ait choisi ça, mais à l'époque, notre vision sur le sujet. Un front avec du Notion pour diffuser nos offres. Ok. Et alors ça, c'est hyper marrant parce que d'un point de vue UX, c'est vrai que Notion est quand même un peu limité sur la partie front. En vrai, j'imagine que vous avez fait un peu de data dessus. Pour les Américains qui tombaient dessus, finalement, tu es capable d'apprendre en fait assez bien, en fait, juste, je mets des guillemets, hein, mais
avec un Notion, ça suffit en fait en front pour attirer du monde et faire entrer les gens dans un processus de recrutement et leur trouver un boulot par la suite. Si l'axe de notre apprentissage avait été l'expérience du candidat, on l'aurait fait probablement pas en Notion. On l'aurait fait Ok, avec des outils plus sophistiqués type Bubble. L'axe d'apprentissage là était essentiellement centré sur la gestion du recrutement. Donc tous les échanges avec le candidat, c'était par exemple du SMS ou du mail qui partait via un mail. Mais vraiment, le cœur de notre apprentissage, c'est le volet back-office. ok, Et Notion, c'est qu'un détail parmi un autre pour diffuser les offres. ok. Et j'imagine vous avez fait peut-être quelques interviews utilisateurs également pour avoir du feedback. Ça, c'était assez transparent. Il y a quelque chose qui est ressorti en fait dessus de la part des candidats ou en fait pour eux c'était assez transparent cette expérience en fait pour le coup. Les candidats dans ce marché ont très peu l'expérience digitale aux États-Unis. Donc, ils Ok. avaient une référence qui était finalement assez lointaine. Euh, L'essentiel des feedbacks, et ça a été ça l'utilité, ont été plutôt au niveau des recruteurs D'accord. Ok. internes chez nous. Ok. Ok. Trop cool. Et donc ça, c'était mon premier exemple. C'est le C'est le no-code premier exemple. comme un MVP qui permet donc d'apprendre rapidement, de tester rapidement une innovation. Le deuxième exemple, et c'est aussi le cas chez GoJob, c'est le no-code pérenne. Chez GoJob, le no-code, c'est du produit. C'est-à-dire quand on Ok. dit qu'on fait du no-code, on fait du produit. Et on ne dit pas il y a le no-code et le produit, on dit il y a le no-code et le back-office. Tu me fais très plaisir quand tu me dis ça parce que à batailler un petit peu sur cette notion de product builder et à dire non, mais il y a toujours du produit dans les outils no-code. Ça fait très plaisir. Merci. Je pense que ça va être la catchline en fait de cet épisode. Allez, C'est très important. Ok, alors du coup, sur cette partie pérenne. sur cette partie pérenne, on a donc on a deux volets en fait. On fait des automatisations. Ok. Parce que nous, chez GoJob, on a des process à scaler, à automatiser. Soit on va faire des outils plutôt aujourd'hui internes pour que nos collaborateurs internes fassent mieux leur travail. Un exemple d'automatisation, peut-être pour apporter un petit peu plus de concret, quand quelqu'un se met à travailler pour nous, il faut qu'il passe une visite médicale, la fameuse visite médicale professionnelle. Mhm. Et ça, avant le no-code, on avait des interlocuteurs métiers chez nous, donc des utilisateurs internes, qui avaient tout le profil du travailleur, son nom, son prénom, le numéro de sécurité sociale, etc., etc., dans notre back-office interne. De l'autre côté, ils avaient le site de notre partenaire qui s'appelle Medispace, qui permet justement de coordonner la prise de visite médicale. Et en fait, ils faisaient une double saisie. Un des exemples dont on parle beaucoup, c'est l'automatisation. Et c'est ça, une des grandes forces du no-code, entre d'un côté notre produit interne et de l'autre côté une tierce partie finalement. Et on utilise le no-code pour faire la jonction entre les deux. Résultat, toutes les visites médicales aujourd'hui se font hyper simplement et on a un gain de temps interne. Et dans ces cas-là, on n'a pas vocation à remplacer ce no-code-là. Ce no-code-là, il est fiable, il est pérenne et nos utilisateurs, ils l'utilisent très bien. Et donc, pourquoi mettre de l'énergie des développeurs sur ce sujet-là? On n'en voit pas l'inconvénient, d'où ma phrase catchline, comme tu l'appelles, le no-code, c'est du produit. C'est très important. C'est sûr que c'est la catchline du podcast. C'est hyper important ce que tu dis parce que effectivement, je me rends compte que c'est des choses dont on parle pas assez. Et surtout, ce que je comprends, c'est qu'en fait, toi et ton équipe, hein, et finalement le COMEX et tout GoJob, considéraient qu'aujourd'hui, les outils étaient assez matures pour pouvoir être pérennes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on passe le cachet, on enregistre le 31 mai 2022. Alors, je ne sais pas qui tombera en fait sur ce podcast peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui, en tout cas en 2022, pour encore pas mal de gens ou pas mal d'entreprises, c'est pas quelque chose de naturel de se dire que pour l'instant, les outils no-code sont quelque chose de pérenne. Il y en a qui considèrent encore que c'est un jeu. Si tu vois. Donc, vous avez considéré de votre côté qu'en fait, on pouvait miser sur ces outils parce qu'aujourd'hui, ils avaient atteint une certaine maturité. Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est en effet le choix de la stack et vers quels outils tu t'orientes effectivement pour parier sur les meilleurs. Et le deuxième, c'est peu importe le choix de la stack que tu fais, dans tous les cas, dans du no-code, tu te bases sur des outils tiers et donc tu crées une dépendance. Un peu comme
Dans les développeurs, il faut choisir un fournisseur qui va te stocker la donnée, te faire tourner les processeurs. Donc, on a les mêmes niveaux de dépendance, simplement, et effectivement, on est sur un marché moins mature. La question, elle ne s'est pas posée. Quand en 2 semaines, tu es capable de développer un produit sur les visites médicales qui permet de faire économiser des heures et des heures, on s'est dit autant investir dedans tout en minimisant le risque et en sachant qu'il existe. Et pour le coup, on a orienté notre stack vers les outils qui nous semblent être les outils les plus pérennes. Ok, Et j'ai trop, confiance. trop bien. Et ben, on va y venir un petit peu sur cette stack d'outils, sur ces choix-là, parce que je pense que vous avez les vôtres. C'est vrai que peut-être dans l'écosystème, il y en a d'autres qui ont misé sur certains outils sur lesquels vous n'avez pas forcément misé. Par exemple, au début, tu avais parlé de Parabola, et c'est vrai que peut-être il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément misé dessus. Donc, on y Nous non reviendra un plus, petit hein, peu. je te rassure. Ah, vous n'avez pas misé dessus, d'accord. Vous en êtes parti. Bon, d'accord. L'idée, c'est de toute façon pas faire nécessairement du name dropping en fait dans ce podcast, mais plus de comprendre en fait la démarche dans laquelle on se place. Et alors, ok, je comprends pourquoi vous avez choisi les outils no-code. Et ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans un sujet finalement qui m'est assez cher, sur lequel j'essaye de mettre beaucoup d'énergie et sur lequel je trouve que toi, chez GoJob, et ton équipe, vous avez fait un super travail. C'est comment construire une équipe de product builders, de personnes en fait qui utilisent au quotidien les outils no-code. Et ça, c'est un vrai sujet parce que je pense qu'il y a deux sujets qu'on pourrait évoquer. Celui peut-être des product managers ou en tout cas des métiers qui utilisent un petit peu à côté ces outils no-code pour les paramétrer ou changer des éléments. Mais là, on parle bien d'équipes no-code, de gens en fait qui sont embauchés à plein temps pour réaliser en fait des outils métiers ou en fait tout simplement d'autres types d'outils et de produits tech. Pour le coup, comment construire une équipe no-code avant qu'on démarre ce podcast, tu m'as dit il y a 5 manières dont vous imaginez en fait comment construire cette équipe no-code. Je te propose qu'on les reprenne et que tu nous présentes un petit peu comment est-ce que tu vois ça de ton côté et qu'on échange autour de ça. Avec grand plaisir. Tu veux faire la vision d'ensemble au début, des 5 étapes Ouais, à la et limite, ensuite, comme ça, on fait la vision ensemble et ça sera plus simple. Vas-y, en sachant que ce n'est pas 5 manières, c'est plutôt 5 étapes qui 5 sont étapes. clés et qu'on va décortiquer. La première, c'est sur le recrutement. Comment, effectivement, constituer et monter une équipe no-code. Ça commence toujours par du recrutement. Comment recruter des bons product builders. Deuxième dimension, ce sera comment on a chez GoJob aligné la stack. Et la stack, ce ne sera pas une vérité générale, elle sera au regard des enjeux qu'on a à adresser chez GoJob. Ok. Le troisième, c'est comment est-ce qu'on a défini finalement des standards d'excellence. Qu'est-ce qu'on veut faire en no-code. Et le mot d'ordre de départ, ça a été pour nous fiabilité et scalabilité. Et donc en fait, comment on parvient à tendre, parce qu'on n'y est pas encore, mais on y tend vers la scalabilité et la fiabilité des solutions qu'on développe. 4, j'en ai parlé un petit peu. Donc le no-code, c'est pas une équipe seule chez GoJob, c'est une équipe qui s'intègre dans l'équipe tech, dans l'équipe produit. Donc comment est-ce qu'on intègre l'équipe no-code avec l'équipe tech produit pour faire bosser nos no-codeurs sur les bons sujets, pour les aider à délivrer. Donc ça, on parlera organisation. Et Mhm. enfin, le 5, c'est comment est-ce qu'on crée un environnement un petit peu industriel d'amélioration continue, de delivery, s'assurer que nos no-codeurs sont bons, s'assurer que nos no-codeurs délivrent de la valeur. On parlera de plus sur la partie delivery ensuite. Trop bien. Eh ben, on a beaucoup de choses à dire parce que moi, j'ai pas mal de questions sur tous ces points-là. Et le premier Allons-y. point, effectivement, que tu as évoqué, c'est un point qui est extrêmement clé, qui aujourd'hui est assez complexe encore. C'est celui des recrutements des product builders, donc de ces personnes qui, justement, vont passer leur temps à être finalement ces artisans des outils no-code. C'est eux qui vont créer en fait ces produits tech. Comment est-ce qu'on recrute des product builders comment est-ce que toi, chez GoJob, tu recrutes ces product builders Quelles sont tes attentes? C'est quoi un process de recrutement? Est-ce que tu as des idées de cas pratiques, peut-être même des choses, des challenges, des choses à connaître en fait? Ça, c'est vraiment des points importants. Je vais essayer d'y répondre, mais tu me le rappelleras s'il y a une des questions que j'oublie, tu Ouais, me le ouais, pardonneras, je vais être parce qu'il y en parfois un a peu pas vite, mal. t'inquiète pas, je répéterai. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Déjà, sur le marché, quand on regarde les profils, en fait, on a plusieurs types de profils de product builder.
On a, je dirais, des experts d'un outil, exemple Bubble. Beaucoup de freelance aujourd'hui en no-code sur le marché sont des experts Bubble. Et donc, ils sont rentrés dans le no-code par la porte de je sais très bien faire une solution intégrée bout à bout. On a d'autres types de profils sur le marché qui sont plutôt axés techniques, plutôt axés automatisation. Ils savent faire plusieurs outils no-code. Parfois, ils connaissent pas Integromat, mais ils ont utilisé des propres outils internes dans des grosses entreprises. Voilà, moi je classifie l'univers en deux mondes séparés. Outils intégrés versus plutôt les profils tech. Alors, il y aura toujours des profils entre deux, il y aura toujours d'autres types de profils, mais grosso modo, c'est les deux catégories que je fais. Nous, le besoin numéro un, quand on parle de besoin chez GoJob, on a déjà un back-office. On a déjà finalement un bout de notre produit est fait en dev, en data. On a un data warehouse. Et donc, un des besoins, c'est de savoir s'interconnecter avec notre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va beaucoup plus mettre l'accent sur les compétences techniques, par exemple de SQL, d'accès à la donnée, des API. Et quelqu'un qui maîtrisera pour le coup un logiciel type Make sera pour nous, mais encore une fois pour nous parce que c'est notre besoin, plus valorisé que quelqu'un qui sait faire du Bubble très bien bout à bout. Ok, d'accord. Et ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Est-ce que ça le sera demain? Probablement pas, d'ailleurs, parce qu'on cherchera des compétences transverses. Mais pour l'instant, notre focus en termes de recrutement, c'est plutôt quelqu'un de plutôt technique, plutôt axé automatisation que front. Et Ok, que donc outil c'est vraiment intégré. cette partie back-end en fait. Back-end, à la fois, c'est la partie base de données. Donc SQL, pour ceux qui ne savent pas, je fais un petit peu de pédagogie aussi. SQL, c'est le langage en fait qui permet de faire des requêtes à une base de données. Il y a d'autres types de langages, mais SQL est un des langages. Et ensuite, l'idée, c'est que vous avez besoin en fait de personnes qui savent également requêter différentes API et qui savent maîtriser en fait à la fois ce travail sur les API et la documentation en fait qui va bien derrière. Tout à Globalement, fait. des grosses compétences quand même qui sont recherchées. Ouais, il n'y a pas un de nos codeurs qu'on a recruté qui savait faire ça, qui savait faire du SQL, qui savait faire des API. Donc, ce que je dis, c'est ce qu'on recherche. Dans la réalité, ils ont tous appris sur le terrain. Et du coup, ce qu'on a évalué lors du process, c'est plutôt la capacité à et la volonté à que D'accord. la compétence de. Donc, D'accord. Donc c'est une personne qui a un intérêt pour ça et du coup tu l'évalues sur les bonnes questions qu'elle va poser en entretien, la manière dont tu as réagi face à tel ou tel problème et son autonomie face à un certain cas pratique par exemple, j'imagine. oui, et puis pour les devs, on le voit dans les entretiens, est-ce que c'est plutôt un dev back? Est-ce que c'est plutôt un dev front? Est-ce que c'est plutôt un dev complet full stack? C'est un petit peu pareil en no code. Ok, d'accord. Et alors du coup c'est hyper intéressant ce que tu dis, personne n'avait ces compétences-là. Ils avaient quoi comme type de profil, en fait, ceux qui ont postulé chez vous et qui aujourd'hui sont product builders? On n'avait pas d'experts déjà. On a un poste aujourd'hui qui est ouvert et on commence parce qu'on devient un petit peu connu et aussi dans l'univers du no-code, je veux dire, et aussi parce que il y a de plus en plus d'experts en no-code tout simplement sur le marché. Les gens se forment, donc on a de plus en plus de gens qui sont susceptibles de maîtriser nos outils. Euh, on a un expert là aujourd'hui, mais les premiers recrutements, ce n'étaient pas des experts dans le sens de la stack qu'on souhaitait adresser. Donc, on n'avait pas d'expert make. Je vais citer le premier exemple, c'est Anthony. Anthony, master marketing. Il a une expérience en grande distribution, donc complètement éloigné du no-code. Il a voulu faire une reconversion, il a fait le wagon. Et au wagon, il a appris à coder. Il Ok, s'est rendu compte que c'était un très mauvais codeur. Et du coup, il a refait tout son projet du wagon de 2 mois. Il a refait en une semaine en no-code après, en Bubble. génial. Ok, trop bien. Voilà comment Anthony est arrivé chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pris? Un des exemples, on fait un cas pratique dont on pourra reparler, c'était une de tes questions. On a senti en lui que dans son cas pratique, avant de rentrer dans le sujet, il nous a fait une architecture globale de sa solution. Et il nous l'a présenté à la fois hyper simplement et à la fois on sentait que ça allait être scalable. Ça a été une des raisons clés, par exemple. Ok. Du coup, c'est assez intéressant. Ce qui est recherché, en fait, c'est du coup la capacité à se projeter un peu sur la solution pour la rendre en fait scalable. Il y a un autre point sur lequel moi j'insiste beaucoup en fait chez Uncode School parce que c'est vraiment un intérêt soit
à la fois, enfin, tout autant pour être freelance que pour être embauché finalement en entreprise, c'est l'importance du portfolio, d'arriver à montrer au moins d'avoir des choses à montrer et à défendre finalement en entretien. Moi j'ai envie de t'interroger dessus, tu m'as lancé une petite perche en tout cas sur la partie cas pratique. Alors je ne sais pas si vous avez, c'est des choses que vous partagez ou non, mais sur la partie cas pratique, tu peux juste m'en dire un petit peu plus à la limite, comment est-ce que ça fonctionne, parce que ça c'est vrai que c'est des choses qui sont assez difficiles dans la communauté finalement à avoir et à appréhender, notamment sur ces nouveaux métiers de product builder, de comprendre, ok, on arrive en cas pratique, quand on est dev, on sait à peu près ce qu'on va avoir, on est PM, il y en a plein aussi, mais product builder, c'est quand même assez nouveau et soit les équipes sont souvent un petit peu perdues et encore plus, on va dire que tous les services RH sont encore assez loin de ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce que vous faites à tout hasard? Bien sûr. Il y a 3 compétences qu'on recherche chez un no-codeur pour prendre un petit peu de hauteur, et on a sorti un outil d'auto-évaluation sur ça. Derrière un product builder, on cherche des compétences de product, on cherche des compétences de maker et on cherche des compétences plutôt data tech. Et je vais passer en revue le cas pratique et comment est-ce que ça nous permet d'évaluer ça. On fait un cas pratique, effectivement, qui est un cas réel chez nous. C'est comment est-ce que demain, j'ai un besoin qui est de concevoir un outil permettant de récolter les heures des travailleurs, donc des personnes qui ont travaillé pour GoJob, dans le but de faire leur paie. Donc on met les candidats en situation pratique, en fait, dans un cas réel dont on s'est nous-mêmes posé la question de est-ce qu'on souhaite le faire en no-code. Derrière ce cas, il y a 3 parties. Il y a une partie de conception, où on leur demande s'ils avaient à le faire, comment ils s'y prendraient. Okay. Derrière ça, on va tester beaucoup les compétences de product. Et derrière Product Builder, il y a la partie product et elle est importante chez nous. Et donc, derrière les compétences de product, il y a est-ce que j'envisage, est-ce que je propose une solution ou est-ce que je réponds à une problématique? Et si oui, quelle est la problématique? Donc, partir du problème. Derrière les compétences de product, il y a est-ce que je sais mener une discovery? Est-ce que je sais synthétiser une discovery? Est-ce que je sais voir là où j'apporte de l'impact et là où j'en apporte moins? Et est-ce que je sais concevoir quelque chose de scalable? Ok, d'accord. Première phase, donc c'est conception. On demande juste le rendu qu'il souhaite, mais pas de no code. Ok. Deuxième dimension, donc c'est la partie de réalisation. Là, on vient prendre un tout petit bout de la solution générale et on demande au candidat de la faire, en fait. De la faire, si possible, avec des outils qui sont alignés avec notre stack. Donc, de la faire avec du Make, Integromat, plus du Airtable. D'accord. Ok. Là, du coup, donc naturellement, on va tester les compétences de Make, donc l'utilisation d'Integromat, donc les compétences de Maker, et un petit peu de data, parce que effectivement, nous, ce qu'on va tester derrière, ça va se traduire par les questions qu'on va poser, c'est la fiabilité, la préemption d'erreurs, l'accès aux données, etc., etc. Ok, d'accord. Et dernière partie, une partie de transmission. Si tu avais à transmettre cette solution-là, si tu avais à délivrer cette valeur, comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce qui est important? Et là, on revient, on prend un petit peu de hauteur sur des compétences plus product. Ok, donc toute la partie quand même documentation et maintenabilité de la solution. Toute la partie plutôt transmission, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de monitorer la valeur que j'apporte? Comment je m'assure que mon produit soit utilisé? Chez GoJob, et on en reviendra, ce sera le point 5, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder, c'est la partie industrialisation de la valeur. Je ne souhaite pas que les no-codeurs chez GoJob délivrent des scénarios. Je souhaite que, et on a mis en place par exemple un monitoring, on y reviendra, chaque no-codeur est responsable de l'utilisation et de la valeur apportée par ces solutions no-code qu'il déploie. Et d'où l'importance de tout le volet transmission. Ok, je comprends. Et alors, si je reviens juste un tout petit peu sur le premier point, sur le volet product, pour un ou une product builder, tu disais, en fait, par exemple, il y a une phase de discovery qui est intéressante à savoir faire. J'imagine une phase d'écriture, en fait, de user story, les bonnes questions à poser, etc. Où est-ce que tu mets le curseur entre justement le product ou la product manager et cette personne qui est product builder? Parce que, voilà,
très honnête, je pense que Product Manager, c'est un vrai métier en soi et c'est pas le même métier en fait que Product Builder. Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu mets cette frontière finalement entre les deux? Moi, je trouve qu'elle se met bien à titre personnel sur finalement l'ownership ou la responsabilité de telle ou telle action product. Mais comment est-ce que toi, ou comment est-ce que vous, chez GoJob, vous avez mis cette frontière entre ces deux métiers? C'est une frontière qui est difficile à placer et qui dépend du niveau de seniorité aussi du product builder et de sa capacité à absorber une partie du métier du product. Dans notre vision, on souhaite que les product builders soient le plus autonomes de bout à bout. On ne souhaite pas instaurer une dépendance product builder, product manager pour, par D'accord. exemple, aller itérer sur les fonctionnalités. C'est le product builder aujourd'hui qui va étudier le besoin, qui va designer la solution. Donc en soi, il prend un petit peu sur une des dimensions du métier de product manager et c'est essentiel qu'il l'apprenne. Pourquoi? Parce qu'en no-code, on souhaite itérer vite. Et donc, si on veut itérer vite, il faut que ce soit la même personne qui centralise la discovery du delivery. Ok. T'as pas peur que Cependant, ça soit un petit peu ce mouton à cinq pattes complexe finalement de se dire d'avoir quelqu'un qui est à la fois très bon sur du PM et très bon sur cette partie technique. Finalement, t'as pas peur en fait que justement ça soit un peu ce métier incroyable où la personne est capable de tout faire? c'est un risque et ça vient à la deuxième partie qui est le product manager, il part de problèmes. Son point de départ, c'est des problèmes. Le product builder, je lui enlève une partie qui est longue, qui est douloureuse. C'est à la fois l'alignement entre les différentes parties prenantes. Donc derrière l'alignement, il y a la priorisation et à la Ok. fois la conversion de problème en solution. Le plus efficace, et je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, c'est si le product manager fait l'alignement, la priorisation et la traduction d'un problème en macro-solution. Le product builder arrive, il a une macro-solution, il, il fait la discovery sur l'affinage de la solution. C'est quoi mes fonctionnalités pour cette solution? Et il délivre, et il itère. Ok. Donc, Ok. on essaie de mettre la frontière. Effectivement, si on met la priorisation, si on met l'alignement et si on met finalement le passage du problème à la solution chez le product builder, il se retrouve à la fois vraiment PM et vraiment product builder. On perd en efficacité et en rapidité. Oui, surtout dans une équipe à la limite, c'est potentiellement des choses envisageables pardon, sur des toutes petites équipes, mais dans une boîte comme GoJob, vu le nombre de personnes que vous êtes et d'équipes, ça semble compliqué effectivement à scaler d'avoir une personne qui est capable un peu de tout faire, pour le coup. Tout à fait. Ok. Vous testez, dernier point, et après on passera au second, vous testez le côté collaboratif un petit peu aussi. Est-ce que c'est une personne qui est du coup capable de travailler aussi avec quelqu'un d'autre sur la même solution ou le product builder ou la product builder est souvent seul face à son problème ou parfois ils sont peer-to-peer, ils sont deux ou trois pour travailler sur des solutions? Entre product builder, Ouais, entre product builder, on a souvent des QA, donc des tests de la fiabilité des scénarios avant une mise en prod. Donc, est-ce qu'on fait du pair? Ça nous arrive. Pourquoi? Pour apprendre. Néanmoins, sur sa solution, le plus souvent, le product builder va être non pas seul, parce qu'il est avec le product manager d'un côté, il est en lien direct avec le business et ça nous paraît hyper important d'un autre, mais il travaille, je dirais, plus rarement de pair sur un même sujet. ok. Ok. Et dans le recrutement, vous testez l'appétence design également ou pas? Il faudrait, on ne le fait pas. On n'a pas. Nous, on a des designers chez nous et les solutions qu'on développe sont à 80% pour usage interne. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas design, loin de là, mais du coup, il faut prioriser entre avoir une grande connexion entre le back-office GoJob et le no-code, donc des skills techniques versus des skills design. J'ai jamais vu un profil qui faisait à la fois très très bien l'un et très très bien l'autre. Ils ont toujours plus ou moins des qualités et nous on préfère l'axe technique, donc le design,
Chez nous, c'est pas du tout un prérequis. C'est en train de changer. On se met à faire du no-code pour des innovations externes, mais on avance pas à pas. Ok, d'accord. Très clair. Merci d'avoir partagé tout ça parce que c'est pas évident de trouver aujourd'hui encore, en tout cas en 2022, des entreprises qui ont aujourd'hui un vrai process de recrutement sur ces product builders. Donc là, j'espère que ceux qui vont écouter, en fait, ça servira vraiment parce que c'est vraiment un excellent point de départ ce que tu nous as décrit. Donc merci pour tout. Et du coup, je passe au second point qui était finalement aligner la stack no code avec les enjeux à adresser. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ça, du coup, ce second point? Avec grand plaisir. GoJob, on est une entreprise, comme je l'ai dit, donc on a à la fois un produit en fait sur lequel on va avoir des utilisateurs qui soient internes pour le back-office ou externes pour notre appli, pour nos travailleurs par exemple ou nos clients. Mais on a aussi un process à scaler. Et chez GoJob, par rapport à d'autres scale-up, la partie process à scaler est hyper importante. Donc, quand on parle d'enjeux à adresser, on a à la fois étendre les fonctionnalités de notre produit, donc pouvoir fournir des fonctionnalités additionnelles sur nos interfaces, mais aussi et beaucoup automatiser certains volets, certaines dimensions de notre processus, l'exemple dont je parlais sur les visites médicales tout à l'heure. Ceci étant dit, quand on parle de la stack no-code, le premier bloc, pour moi, c'est le back-office de GoJob. Comment est-ce qu'en no-code, on peut accéder aux données? Comment est-ce qu'on peut écrire? Et ça, on le fait de 3 manières. Un, on le fait en allant interroger directement nos bases de données. Ça s'appelle du Postgre pour ceux qui connaissent. Et on le fait sur Make. Soit deux, on va interroger plutôt nos data warehouse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un data warehouse? C'est on a toutes nos bases de données sur lesquelles travaillent les développeurs. Et pour le faire très schématiquement, on a la compétence de data analytics qui va stocker toutes les données dans ce qu'on appelle aussi un data lake en les fusionnant, en les agrégeant. Et ça, on utilise Google, donc Google BigQuery. Et une deuxième dimension de la stack, c'est comment j'accède à toutes ces données-là. Et on le fait sur Make via le module BigQuery. Et le troisième volet, c'est utiliser les API de GoJob. On a des API internes qui permettent d'écrire et de lire certaines données. Ça, c'est la première dimension. Donc, essentiellement, Make et via les 3 leviers dont j'ai parlé. Ok. Tu parles de cette stack no-code, tu parles de Make. Pourquoi pas finalement Zapier, N8N ou d'autres outils. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans cette solution? Alors ce podcast n'est pas du tout en fait sponsorisé par Make. Moi aussi je suis un grand fan, mais il existe quand même d'autres solutions aussi qui sont hyper intéressantes. Zapier quand même est un des plus connus. N8N commence vraiment à faire parler de lui. Tout à l'heure tu as parlé de Parabola qui sont tous en fait des solutions d'automatisation. Il y en aurait d'autres, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a marqué, intéressé et qui fait qu'aujourd'hui, finalement, Make est la solution qui est de facto utilisée chez GoJob? Quand je suis arrivé chez GoJob, on avait effectivement sur ce volet-là, automatisation, on avait un peu de Zapier, Parabola et Make, et qui s'appelait Integromat à l'époque. Ouais. Effectivement, j'ai tout orienté sur Integromat dans la mesure où les 2 critères très importants pour moi étaient fiabilité des scénarios, donc comment est-ce que tu gères les erreurs, comment est-ce que tu préemptes les erreurs, et scalabilité. Donc l'utilisation des variables, des routeurs, des array aggregators. Donc comment est-ce que tu peux en fait te mettre à manipuler des données qui sont plus importantes et plus facilement utilisables que des simples chiffres ou des simples variables, mais carrément des listes, des tableaux. Pour cette raison-là, fiabilité, scalabilité, ça m'a fait pencher pour Integromat plutôt que pour Zapier. Okay. Également la partie UX. Par exemple, gérer 2 chemins en parallèle sur Zapier, j'ai jamais compris comment faire. Alors que sur Integromat, il y a presque une dimension de plus à l'affichage. Et donc, on est allé sur Integromat à fond. C'est vrai que je pense que c'est la grande force de Make et finalement aussi le parti pris de N8N, qui est une solution open source, qui est plus ou moins l'équivalent alternatif de Make, qui est une solution finalement de bulles entre elles connectées et qui a moins ce côté finalement verticalisé
d'une automatisation que peut avoir un Zapier ou même un Flow en fait de Microsoft. Et je trouve que cette partie design en fait est hyper importante aussi sur la prise en main. Et je pense que c'est un gros truc et je pense que c'est la raison pour laquelle ça a été choisi. Est-ce que la question, parce que ça, on y revient parce que finalement les outils no-code, c'est bien, mais quand on commence à avoir pas mal de trucs, ça commence finalement par coûter un peu cher. La question du prix, parce qu'on sait, en tout cas à l'heure actuelle, que Make est pour quand même pas mal d'automatisation un peu moins coûteux que d'autres solutions. C'était un sujet aussi ou pas du tout finalement? Dans une scale-up, le sujet du prix est forcément important, plus que peut-être dans une grande boîte qui a plus de moyens. Donc oui, sur le principe. Dans la réalité, quand on compare les coûts aujourd'hui de nos solutions no-code par rapport aux coûts d'autres outils, c'est pas un sujet. Ok. Donc aujourd'hui, le coût des solutions no-code n'a pas été un sujet. Et il se trouve que dans nos développements, on a appris à faire du no-code fiable, donc on augmentait en opération, mais on n'avait pas appris à faire du no-code scalable. Et faire du no-code scalable avec Integromat, 2-3 exemples, plutôt que de faire des itérators et aller écrire ligne après ligne dans un fichier Excel et prendre une opération à chaque fois que je marque une ligne, se mettre à utiliser l'API de Google Sheet pour écrire tout d'un seul bloc en utilisant non plus des variables, mais des tableaux, des arrays, ça aide à la scalabilité. Du coup, ça réduit le nombre d'opérations. Du coup, ça réduit le prix. Donc, on arrive à faire du pas trop cher, en tout cas un prix qui nous correspond et qui nous va par rapport à la valeur qu'on apporte sur Integromat, grâce à la scalabilité, justement. Et sur la manière de le vendre, en fait, en COMEX et au départ, donc tu disais le prix n'était pas un sujet, mais est-ce que l'argument de se dire, bon, bah, aujourd'hui, si on devait le rapporter en jour homme, ce travail, ça serait tant de jours, et par conséquent, le travail d'un développeur, ça coûterait tant. Aujourd'hui, on peut le faire par une personne, et notamment par un outil qui est Make, et on réduit la facture de temps. C'est un point de comparaison qui te paraît intéressant ou finalement c'est pas trop le sujet de comparer le temps gagné humain sur ça? Le temps gagné humain sur les développements ou le temps gagné humain sur la valeur qu'apporte ta solution? Bah en fait ouais, les deux sont liés pour moi en fait pour le coup. Alors, le temps humain sur la valeur qu'apporte ta solution, par exemple les visites médicales, j'ai plus de double saisie à faire, c'est Ouais. celui-là qui nous drive. Et là où le no-code, ça nous permet de délivrer beaucoup plus facilement ce type de solution, le seul temps qu'on monitor, c'est la valeur apportée. Le temps de Ok. développement, on sait qu'on y gagne. Donc, tant qu'on a des solutions no-code qui nous permettent de délivrer autant de valeur que ce qu'on délivre aujourd'hui, on sera légitime. Ok. Très clair. Donc, on ne le mesure pas aussi franchement que ce que tu dis, mais en fait, on perçoit la valeur du no-code et donc on ne se questionne pas sur le prix. Parce qu'on sait que c'est des sujets complémentaires à ceux adressés par les développeurs et c'est des sujets qui potentiellement sur leur scope peuvent s'adresser très vite. Ok, très clair. Dernier point sur dernière question un peu sur ce second point sur l'alignement de la stack no code. Un peu également sur le choix ou votre vision. Tu me parlais de Bubble en fait tout à l'heure. Il y a des outils no code que vous regardez en fait sur des futurs stacks, des choix d'outils en fait qui vous paraissent intéressants pour la suite de GoJob et que vous regardez avec intérêt potentiellement. Bien sûr. Donc là, je vais faire un petit peu de name dropping et finir ma liste finalement de la stack. Sur le volet automatisation, effectivement, Integromat. Et on n'a pas parlé de N8N, mais aujourd'hui, on n'est pas assez mûr techniquement pour y aller, nous. N8N, il y a un coût d'entrée au paramétrage qui fait que, au regard de nos compétences actuelles, on n'irait pas assez vite dans les déploiements de nos solutions. Donc c'est Ok. une mauvaise justification, mais c'est la nôtre aujourd'hui. Donc on regarde N8N de loin, mais on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'on est pleinement satisfait avec Integromat. Ça, c'est sur le volet automatisation. Le deuxième volet, c'est plus sur le volet back-end. Des fois, on a besoin d'avoir un back-end sur une de nos solutions, qui n'est pas le produit GoJob. Là, soit on fait du Google Sheet, tout simplement, soit on fait du Airtable. Ok. Ensuite, troisième dimension, c'est tous les plugins externes auprès desquels on peut s'interconnecter. Donc là, c'est si je veux avec Make envoyer des messages, qu'est-ce que je vais utiliser?
Nous, c'est MessageBird ou Twilio. Si je veux envoyer des mails, donc là, on en a une panoplie. Je pense que ça ne servira à rien de les lister, mais ça fait partie de notre stack. C'est quels sont les modules qu'on utilise en plus pour avoir des fonctionnalités additionnelles. Et le dernier maillon, c'est effectivement comment je fais du front. Et sur ce point-là, nous, notre besoin initial, on était sur l'automatisation et les outils internes. Donc finalement, tout au début, à l'émergence du no-code chez GoJob, le front de nos solutions no-code, c'était du Google Sheet pour avoir du reporting, de l'Airtable dès qu'on voulait un outil un petit peu plus sophistiqué. Et ensuite, on s'est mis à utiliser les plugins à Airtable pour aller encore plus loin sur des outils métiers internes. On a utilisé par exemple Stacker, Mini Extension. Donc là, c'est des noms que vous pourrez aller voir. Mais c'était toujours des outils qui partaient d'Airtable, parce que c'est ce qu'on savait bien utiliser, et qui rajoutaient une couche de front. Et plus récemment, on s'est mis du coup à étendre notre zone d'impact du no-code, et on s'est mis à faire des solutions avec des portails externes qui, pour le coup, ont besoin de beaucoup plus de sophistication que ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Et là, on s'est demandé Softer, Bubble, etc. On a opté sur Bubble et on arrive à faire des choses assez sympas où en fait, on utilise Bubble pour le front et la gestion des utilisateurs et les workflows. Ok. Et toute notre base de données reste sur Airtable. Ouais, c'est assez marrant de voir ça. Moi, je suis complètement fan aussi de l'outil Bubble, mais finalement, c'est un peu une vue, comment je dirais, un peu twistée de l'outil, puisqu'il est vu de manière en fait headless, alors que l'intérêt quand même de Bubble et sa vraie performance, c'est l'intégration de justement sa base de données, ses workflows et son front. Et je trouve que là, en tout cas, c'est juste en tout cas un petit challenge sur ça. Un produit, par exemple, comme WeWeb, même s'ils sont plus jeunes, effectivement, que Bubble, voit bien, en fait, l'intérêt, justement, d'avoir un front headless et qui est séparé avec un back-office qui pourrait être du Airtable, du Xano, qui aurait potentiellement un intérêt. Donc voilà, c'est un petit challenge. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez regardées, mais c'est assez marrant parce que je vois de plus en plus d'entreprises et enfin, c'est très intéressant, mais je ne l'ai pas vu, on va dire, at scale. Cette vision d'utiliser du Bubble en se disant quand même la base de données des Bubble pas très pratique ou ça convient pas, et d'utiliser Bubble plutôt en mode headless. Et je trouve ça assez marrant, alors que c'était pas, je pense, la vision des entrepreneurs, des deux cofondateurs de Bubble à la base, en fait. C'est assez marrant de voir ça. Et le challenge, non, mais pour rebondir, ton challenge est probablement très bon. Nous, c'est la zone sur laquelle on est le moins mature. Donc, on est parti de 2 dimensions. On est parti de quelles sont nos compétences actuelles, de nos product builders qui ont aligné ce choix-là qu'on est en train de tester. Et on est parti en 2 de notre besoin de faire un produit qui, en fait, est un produit qui est hyper connecté quand même avec notre back-office. Et donc, le fait de mettre Bubble en full stack, pour l'instant, sur les quelques innovations qu'on a fait qui sont externes, et ce n'est pas la majorité de nos innovations, comment est-ce qu'on arrive à faire ça de manière simple? Il y a des solutions probablement Bubble, mais le mode pleinement intégré, ça ne permettait pas d'être aussi rapide que ce qu'on a fait. Donc c'est le critère de la rapidité. Et sur ces solutions-là, sur lesquelles on est, avec du Bubble en front et du Bubble pour la gestion des utilisateurs et des workflows et de l'Airtable en back, c'est des sujets du type 1 dont je te parlais, c'est-à-dire c'est des sujets de type MVP. Donc, donc remettons ça dans le contexte. Dans l'objectif de faire MVP rapidement et d'apprendre de la valeur, on a fait ça pour aller là. Si c'était le jour où on fera du type 2, c'est-à-dire, en fait, j'ai besoin d'un front portail extérieur sur un truc hyper pérenne, là, on réfléchira. Ok, d'accord. Très clair. Et ben écoute, merci pour ça. Si je récapitule, donc on a parlé toujours on est sur la création d'équipe. Hein. On a parlé recrutement, on a parlé alignement de la stack no code, des choix qui ont été faits par rapport aux enjeux que vous avez chez GoJob. Le troisième point que tu m'avais cité, c'est finalement appliquer en fait des standards d'excellence pour des solutions fiables et scalable. Ça m'intéresse, et surtout, il y a un mot qui m'interpelle, c'est le mot standard. Standard d'excellence. Ça m'intéresse que tu puisses me détailler un peu plus ça. Standard, en effet, c'est un des concepts du Lean. Hein. On suit beaucoup des formations Lean chez GoJob. Donc, qu'est-ce qu'on attend lorsque nos codeurs développent
des solutions. On a qu'est-ce qu'attend le business? Qu'est-ce qu'attend le product manager? Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on appelle la definition of done? Quand est-ce que le no-codeur peut dire ça y est, j'ai fini mon sujet, je peux passer au suivant? Ouais. Et c'est tous ces concepts-là, quels sont les points de vigilance clés aussi qu'il faut intégrer dans son process de développement? C'est tous ces points-là qui forment ce qu'on appelle le standard. Le standard, c'est des bonnes pratiques pour nous qui sont partagées dans un document et qu'on vient souvent challenger. C'est comment est-ce que chaque no-codeur peut aider les autres no-codeurs. Et c'est finalement tout le long du process flow. Donc, les standards, ça commence à la conception et ça finit à la transmission de la valeur. Comment est-ce qu'un no-codeur fait une bonne conception? Quelles sont les erreurs à éviter? Voilà ce que c'est qu'un standard. Et chez GoJob, on a appliqué cette définition donc des standards d'excellence pour le no-code. Et le premier souhait qu'on a voulu, parce qu'on ne peut pas tout adresser dans les standards, on ne peut pas être parfait partout, Bien sûr. on a voulu adresser la fiabilité et la scalabilité. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui pêchait et qui pêche beaucoup. Et ça m'intéresserait de savoir comment les freelances font une fois qu'ils ont délivré leur projet pour gérer tous les problèmes qui arrivent derrière, pour gérer la maintenabilité. Et on a du coup réfléchi ensemble à comment faire du no-code fiable et scalable. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ça? Parce que je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des mots justement qui aujourd'hui, je le vois bien en fait dans la communauté, sont un petit peu compliqués parce qu'on a tendance à penser effectivement no code égale MVP, donc fiable. On est vraiment au tout début, ça le fait pas. Puis scalable, tout le monde entend un petit peu, je trouve, derrière ce côté est-ce que je peux faire Facebook? D'ailleurs, déjà quitter pour faire Facebook, enfin, il faut avoir une telle communauté, ça n'a pas vraiment de sens de mettre ça, mais peut-être que la scalabilité peut s'entendre aussi sur d'autres choses, notamment peut-être sur la pérennité. Ça m'intéresse effectivement que tu me dises un peu ce que vous avez derrière fiable et scalable. Comment est-ce que vous l'entendez chez GoJob? Allons-y, en sachant que c'est de multiples concepts, on n'aura pas Bien le temps de sûr, tous bien les sûr. aborder, mais je vais tenter de donner quelques exemples. Les premiers exemples et les plus basiques, et je vais prendre l'exemple d'un scénario qu'on ferait sur Make, sont de se poser les bonnes questions autour du scénario sur qu'est-ce qui pourrait arriver comme erreur. Et quand on se pose les questions, il y a toujours le mot données dedans. Qu'est-ce qui se passe si ma donnée d'entrée est vide? Qu'est-ce qui se passe si ma donnée d'entrée de mon scénario est non maîtrisée? Qu'est-ce qui se passe si ma donnée, lors de, par exemple, de l'envoi d'un mail, trouve un service qui est unavailable? On se prend un service indisponible. Et c'est toutes ces questions-là qui sont donc des questions qu'on engage, auxquelles on engage nos product builders à se poser, qui nous permettent finalement de venir fiabiliser nos scénarios. Et je peux rentrer dans des détails. Quand on fait un search Airtable, il faut toujours prévoir le cas où notre search va renvoyer aucune data. Okay. Et mettre un filtre. Ça, c'est le plus basique du basique. Quand on fait un call HTTP, il faut toujours prévoir les cas d'erreur. Et du coup, on est dans un cas où on a une exécution qui s'est commencée dans un de nos scénarios et qui n'a pas fini. Le pire cas, c'est de ne pas le savoir, c'est-à-dire d'avoir un filtre au milieu de notre scénario qui font que la donnée, elle part du début et elle s'arrête et personne n'est notifié. Parce que du coup, on a un scénario qui ne reproduit pas le comportement que l'utilisateur souhaite sans que personne soit notifié. Et donc, c'est comment est-ce que, par exemple, dans un cas où ma donnée, elle ne transite pas via le call HTTP, je fais ressortir une erreur pour avertir soit l'utilisateur métier qui l'utilise, dans certains cas, c'est lui qui peut résoudre l'erreur, soit en relançant la conversion, soit d'ailleurs de manière automatique relancer tout seul lorsque c'est des services temporairement non disponibles, soit venir notifier le product builder. Et donc, c'est toutes ces petites bonnes pratiques qu'on vient mettre en place qui forment la partie fiabilité. Mais c'est que ensuite, vous avez par exemple, documenté. qu'on a documenté et surtout sur lesquels on s'appuie pour se former lors des QA, avant de mettre un scénario en prod, on a une phase de QA avec un autre product builder. C'est ça que l'autre product builder va vérifier. Ok. D'accord. Vous avez une sorte de checklist en fait que vous vérifiez, juste pour comprendre en pratique, où en fait finalement c'est déjà les bonnes pratiques. Vous êtes chez GoJob et c'est plutôt assez naturel d'aller vérifier ça.
sur ces points-là en QA? Oui, on a une checklist et d'ailleurs, j'en ai fait un article sur notre blog, Ouais, je le GoJob. mettrai en lien alors. C'est justement, c'est des questions, qu'on va se poser autour de la donnée, autour de la transmission de la donnée, mais en fait, elles sont rarement utilisées dans la pratique. Dans la pratique, c'est un état d'esprit. Ok. Et donc, il y a toutes ces bonnes pratiques et il y a aussi un process. Comment est-ce qu'on apprend à bosser de manière collaborative et industrielle sur de l'intégromat? Dès qu'on a une erreur dans l'un de nos scénarios, on vient utiliser l'API d'Integromat pour venir en fait créer une card sur un Kanban Notion, donc sur la to-do list du no-codeur, de manière à ce qu'il ait le log de l'erreur et puisse la fiabiliser. Ok. Donc, D'accord. derrière les bonnes pratiques, on a des process finalement de gestion d'erreurs et d'attribution, ne serait-ce que d'attribution de l'erreur à la bonne personne. Génial. Ok. Du coup, ça, c'était sur la partie fiabilité et la partie scalabilité. Comment tu définis déjà la scalabilité? Alors, tout le monde dit passage à l'échelle, mais pour toi, en fait, comment tu le décris? J'ai l'impression que ça peut décrire plein de choses. Et du coup, comment tu vois ça déjà sur le scalable? Comment tu le définis? Alors, je vais te le définir, mais derrière scalabilité, il y a aussi maintenabilité. Il y a comment je D'accord. maintiens et comment je passe à l'échelle qui sont aussi importants. Et donc, comment est-ce que je le définis? C'est est-ce que mon scénario, de manière ou ma solution no code, si demain le nombre d'utilisateurs double, si demain la quantité de data qui transite par le scénario double, si demain la variabilité des data qui passent dans mon scénario double, est-ce que mon scénario supporte la charge? Est-ce que mon Ok. scénario apporte la valeur attendue? Ça, c'est une définition très high level et d'ailleurs, c'est une des premières fois que je me prête à l'exercice de le définir concrètement. Pour nous, c'est pareil des bonnes pratiques. L'exemple le plus parlant, c'est je viens mettre en dur des informations dans Make Ouais. au lieu de le mettre dans une table de paramétrage. Ouais. Ok. Pourquoi? Si demain, du coup, je double d'utilisateurs, très probablement, je double en termes de nombre de paramètres, par exemple en termes de nombre de clients. Et Mm. du coup, ça implique une maintenabilité par le no-codeur. Et ça, c'est hors de question. Il faut que la Bien sûr. maintenabilité, soit elle est fonctionnelle, on veut de nouvelles fonctionnalités. Là, effectivement, ça peut être le product builder. Soit, si elle est sur la partie paramétrage, il faut qu'elle soit pour l'utilisateur directement. Donc ça, c'est un des exemples. C'est ne pas mettre en dur des informations, mais avoir une table de paramétrage. Et pouvoir non seulement faire son scénario, mais aussi le tenir à jour. Ok. Juste pour comprendre tout ça, tous ces standards en fait d'excellence que vous avez fait au moment de l'onboarding, donc des personnes qui rentrent en fait chez GoJob, il y a un document qui leur est transmis en fait sur ça en fait pour qu'ils puissent s'imprégner. Ils travaillent sur des scénarios existants. Il y a quelqu'un qui leur décrit rapidement en fait lors de l'onboarding. Tiens, mais ça c'est les points vraiment importants à faire, les bonnes pratiques. Ou en fait c'est un peu au fur et à mesure que tout ça, ça se construit? Les deux, mon capitaine. Non, on utilise Notion, donc c'est l'outil pour gérer à la fois toute notre production flow, donc on l'utilise en mode Kanban, et à la fois toute notre base de connaissances. Donc sur Notion, on va regrouper toutes les bonnes pratiques, tous les éléments de standard. On a aussi un exercice d'onboarding sur Notion avec des exercices pratiques. On en a 7, où à chaque fois, il y a Ok, un cas pratique, des conseils pour démarrer qui pointent vers de la documentation interne, GoJob ou externe, et les solutions. J'avais réfléchi d'ailleurs à les commercialiser, ces exercices d'onboarding, mais j'ai jamais pris le temps. Et depuis, il y a des personnes très talentueuses qui ont fait des formations Integromat, mais on utilise ça en interne. Et ensuite, effectivement, il y a toutes les phases de QA où on vient valider la fiabilité, la scalabilité avant de mettre en prod. Et donc, il y a de la formation en continu qui s'opère aussi. d'accord. Parce que du coup, dans cette phase d'onboarding, toi, tu avais prévu finalement une étape de formation pour que les personnes puissent monter, pour que les product builders puissent monter en gamme, puissent progresser en fait sur cet outil avant de démarrer en production sur des use cases précis de GoJob. Oui, ces exercices d'onboarding, ils sont à faire les 2-3 premières semaines Ok. pour découvrir les bonnes pratiques, découvrir les standards, découvrir parfois la stack. Mais je juge qu'il faut minimum 6 mois avant d'avoir un product builder qui est
full speed. D'accord. Et Tu donc, il peux y a pas me mettre énormément de plusieurs formations. catchlines incroyables en fait dans ce podcast. En fait, du coup, il faut 6 mois pour du coup avoir un product builder fiable et avec un petit peu d'expertise. Chose à laquelle je suis extrêmement d'accord. C'est vraiment un peu ce temps, cette expertise et surtout ces cas d'usage que tu auras fait plusieurs fois, notamment sur de la donnée. Hein, tu en parlais tout à l'heure. Le traitement de la donnée, c'est le plus dur. Et le point clé en fait sur Make. Donc, ok, très clair. Donc ça, c'était son troisième point. On va y arriver au bout. Ouais, on va y arriver. Non, mais en plus, vraiment, ça, c'est vraiment génial ce que tu nous donnes parce que c'est une très belle vision et je pense que c'est vraiment des points à creuser parce que dans l'écosystème, c'est hyper important de professionnaliser tout ça. Moi, c'est vraiment mon mantra. Comment est-ce qu'on peut rendre ces product builders vraiment professionnels et comment les outils no-code peuvent devenir et peuvent advenir en entreprise. Et je pense que c'est important d'avoir ce cadre que tu es en train de nous décrire, qui est le cadre GoJob, mais je pense qu'on peut carrément ouvrir à d'autres boîtes. Et du coup, le quatrième point, c'était intégrer l'organisation no-code avec l'équipe produit. Alors ça, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper important. Je sais que chez Uncode School, on essaye d'insister sur ça. Mais bon, c'est des choses qui prennent aussi pas mal de temps. Quand on parle de product builder, il y a vraiment cette partie produit. Comprendre comment se créer une tribe, comment se créer une squad, qui travaille avec qui. Et je pense que du coup, il y a eu une vraie réflexion sur, d'une part, le partage des rôles et d'autre part, le partage peut-être d'un point de vue technique entre le développeur et le product builder. J'imagine que c'est de ça dont tu vas nous parler de ce quatrième point. Effectivement. Et c'est pas une science exacte. Ça dépend de l'organisation en place, finalement. C'est pas le plus simple non plus. On a des tentatives de réponse et probablement on n'a pas tout, mais on va tenter de se décortiquer ça. Pour comprendre un petit peu et pour rentrer dans le sujet, chez GoJob, on a 2 tribes. À chacune des tribes est associé un sponsor côté métier. Par exemple, une tribe, ça va être tout le volet marketing, plus ce qu'on appelle chez nous les ops, donc les recruteurs. Et sur une autre tribe, ça va être toute la partie gestion de la mission. Donc, notre sponsor, ça va être les équipes de la paye. Donc, ça, c'est nos tribes produits. Dans chaque tribe, il y a plusieurs squads. Et dans chaque squad, du coup, il y a des développeurs et un product manager. Okay. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les compétences transverses qui viennent appuyer les squads sur certains sujets. L'idéal, mais ça, dans une scale-up, le principe, c'est que tu grandis, donc tu n'as jamais les ressources que tu veux. C'est effectivement d'avoir un designer par squad, un data analyst par squad, un data scientist par squad. Néanmoins, vu qu'on est en phase de transition et on ne fait que grandir, on a effectivement nos ressources de product et de développeurs dans chaque squad. Et ensuite, on a toutes nos ressources transverses qui, elles, sont rattachées à la tribe. Donc aujourd'hui, mon product builder, et c'est la même chose pour nos designers pour nous, parce que malheureusement, on n'en a pas assez, ils sont rattachés à la tribe. Ce qui veut dire que sur certains sujets, quand Anthony travaille sur un sujet qui est très lié à ce qu'on appelle chez nous le sourcing, c'est-à-dire aller détecter les bons candidats pour les bons profils, il va travailler avec la squad sourcing. Et donc, il va interagir avec la product manager qui s'occupe de cette squad et ils vont collaborer ensemble. Et donc, mais quand Anthony va travailler sur un sujet d'une autre squad, il va changer de squad. Donc, en fait, le product builder, il est rattaché à une tribe et donc à 2 ou 3 squads. D'accord, ok. Donc, il est un peu, entre guillemets, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais il est un peu goal volant en fonction des différentes squads. Oui, et des fois, c'est pas plus mal parce qu'on a certains sujets où, par exemple, on a fait un projet où il y avait à la fois de la data science, du dev et du no-code dans le même projet. Génial. Et donc, il fallait le matin, tous les daily, savoir ce que l'un avait fait pour que l'autre avance. Donc, dans ces cas-là, c'est hyper clé que le product builder soit pleinement intégré à la squad. Okay. Et on a d'autres projets où c'est plutôt de l'innovation, c'est aller répliquer le produit aux US, dans lequel il y a 0 développeur qui bosse dessus. Il y a 0 product manager qui bosse dessus. Il y a un head of product qui commence à préparer le terrain. Dans ces cas-là, il faut que le product builder il soit plutôt détaché de la delivery des squads actuels. Okay. Et donc, en fait, c'est un fonctionnement un petit peu hybride et on essaie de trouver la bonne position du curseur entre les deux. La logique reste la même, c'est que le product manager, le product builder est intégré aux équipes tech produit et il le fait soit au niveau squad, soit au niveau tribe, selon ses sujets.
Ok. Hyper intéressant. Je sais que tout le monde n'a pas forcément ce fonctionnement et du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Là où je suis assez d'accord, c'est que finalement, le ou la product builder est intégré dans l'équipe technique. C'est un tech à la base. C'est un tech. C'est un tech. C'est un tech. D'ailleurs, on s'est posé la question à un moment de mettre des product builders au niveau de nos équipes de recruteurs. On n'y est pas allé parce que j'ai essayé de le dire dans différentes parties de ce podcast. L'enjeu numéro 1, c'est de savoir interagir avec notre back-office pour faire un produit qui ait du sens et qui techniquement soit réalisable. L'enjeu numéro 2, c'est de faire de la fiabilité et de la scalabilité et donc de partager les mêmes standards. Et donc, en fait, on a une seule équipe no-code et elle est dans l'équipe tech pour avoir les mêmes standards, pour être en capacité d'accéder aux produits. Dans d'autres organisations, peut-être ce serait différent. Peut-être les organisations avec un peu moins de process, accès un peu moins automatisation et plus le no-code comme outil presque marketing ou tester des innovations. Mais ce n'est pas notre cas. Ok. Écoute, merci pour ce détail. Ça, c'est super intéressant et je pense que ça va vraiment nourrir la réflexion dans l'écosystème. Et si on s'avance sur le dernier point qui est aussi extrêmement intéressant, c'est ce que tu m'as mis, c'est industrialiser un fonctionnement d'équipe sur la delivery no code. Et ce mot industrialiser, ça, je le trouve hyper intéressant, mais est-ce que ça ne se reproche pas finalement de la partie scalabilité dont tu parlais finalement au point d'avant? La scalabilité est à l'échelle des scénarios et des solutions, là où l'industrialisation du fonctionnement d'équipe, c'est à l'échelle de la personne, c'est à l'échelle du product builder. Ok, Donc d'accord. c'est derrière ce point-là, il y a déjà comment j'aide mon product builder à s'améliorer, tout simplement. Par exemple, un des leviers qu'on a trouvé, c'est on utilise l'API de Make pour extraire l'ensemble des modules utilisés par chacun. Donc Oui, chaque product builder a un graphe avec le pourcentage de fois où il utilise le module Notion, le module Airtable, etc., etc. Et donc il a en quelque sorte son profil de nos codeurs sur Make. Ça, ouais. c'est un des leviers qu'on utilise, par exemple, pour savoir pourquoi telle personne n'utilise pas ce module, pourquoi ce module est surreprésenté, et donc aider quelque part les product builders à savoir qui ils sont, comment ils bossent, et à se comparer aux autres. Et donc, on s'est créé un dashboard dans lequel on fait remonter à la fois cette notion de module utilisé, donc quel est mon profil de product builder, à la fois, on fait remonter en automatique les scénarios qui induisent le plus de consommation en nombre d'opérations Ouais. pour que chaque mois, le product builder a son reporting sur, par exemple, le top 5 des scénarios qui consomment le plus. Et dans ces cas-là, si on les identifie, le chemin est court ensuite pour aller résoudre le problème. Donc, il se penche dessus, soit seul, soit avec un autre product builder. Ok. Et on fait ressortir aussi les logs d'erreurs. Et donc, on prend un peu de recul sur quelles sont les erreurs les plus rencontrées par chaque product builder. Donc, tous ces dashboards sont automatiques, hein, on ne les construit pas à la mano tous les Oui, oui. mois. Mais ils nous aident à apprendre donc, et à y voir clair sur comment délivrer fiable et scalable. Donc, ça, c'est la première dimension que je voulais aborder. Elle est assez importante. Donc, c'est sur cette dimension, on ne se sente plus sur les scénarios, on ne se sent plus sur le recrutement ou autre, on se sent sur la personne, comment je l'aide à s'épanouir, à collaborer avec d'autres no-codeurs et à progresser. Petite question de détail, juste ce dashboard, vous l'avez fait si aujourd'hui je devais le faire, enfin, je sais pas, vous avez fait un Airtable make et du coup interface de Airtable, vous avez choisi quoi juste pour faire ce dashboard? Parce que en fait, ça c'est hyper intéressant. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me parle de ça et du coup, comment est-ce que vous l'avez construit? De la manière la plus simple possible, je me suis fait ça en un soir et j'ai utilisé du Make plus du Google Sheet. Ok, très bien. Donc, de D'accord. la manière la plus simple qui soit, j'ai un onglet dans mon Google Sheet avec toutes mes données sources que j'extrais de Make, un onglet dashboard où je mets toutes les données, les tableaux croisés dynamiques, les graphes. Chaque semaine, les données sources sont mises à jour automatiquement et donc mon reporting est mis à jour. Et ça nous suffisait. Génial, Donc, génial. donc hyper simple. Et le deuxième dashboard, qui lui est plus récent, et j'y tiens beaucoup, c'est sur les métriques d'utilisation.
je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'on était un petit peu aveugle sur nos scénarios. C'est-à-dire, tout ce qu'on voyait, c'était les erreurs qui arrivaient. Si demain, j'avais un scénario qui était plus utilisé, si demain, sur mon exemple des visites médicales, je passe de 100 visites médicales à 50, je ne le voyais pas. Et donc, on s'est créé un dashboard et j'incite à chaque fois qu'on crée du no-code, j'incite les no-codeurs à monitorer 2 éléments. Le premier élément, c'est à monitorer l'utilisation de leur no-code. Sur les visites médicales, je compte, et c'est un module Google Sheet également, c'est tout simple, hein, qui vient alimenter le nom du KPI, en l'occurrence le nombre de visites médicales, qui vient incrémenter la semaine, parce qu'on veut un reporting finalement toutes les semaines pour suivre l'évolution au cours du temps, et qui vient alimenter le nombre d'occurrences. Donc, on a une visite médicale en plus qui a été demandée. Ça, c'est la première chose, c'est l'utilisation qu'on monitor. Et la deuxième chose, c'est les problèmes potentiels. Combien de visites médicales ont été demandées et n'ont pas été transmises à cause, j'en sais rien, d'une adresse manquante. La personne, on a pris des données, il n'y avait pas d'adresse. Et du coup, ce qu'on s'est fait, c'est un dashboard. Et moi, je vais le voir chaque semaine et je pilote l'activité des no-codeurs comme ça, où on a nos différents KPI d'utilisation et de comptage de problèmes d'un point de vue métier. Combien de visites médicales ont été automatisées en no-code, par exemple. Et chaque semaine, je viens repérer les anomalies, je viens repérer les performances aussi, ce qui marche bien, mieux, et je pilote grâce à ça. Et c'est là aussi où on est passé d'un mode où on délivrait des scénarios à un mode où on délivre de la bonne utilisation. On n'est pas allé jusqu'à, par exemple, monitorer et suivre le nombre d'heures que ça nous fait gagner. Ça, je laisse ça au product manager, je laisse ça au business. Mais les product builders, je veux qu'ils soient honneurs dans la durée du nombre de visites médicales qui sont chaque semaine demandées via les solutions qui tournent. Et pour ça, en fait, pour arriver à le faire de la meilleure des manières, on a mis en place un outil. Génial. Écoute, ces 2 dashboards, là, tu es en train de nous faire une masterclass en fait pour le coup. Donc là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir tout résumer, mais par contre, il y a. On pourra les montrer, ceci dit. C'est vrai, pour le coup. Alors là, on peut pas trop le faire ici, mais on pourra peut-être se refaire un petit webinar, en tout cas pour montrer ça, avec plaisir. Je retiens un point qui est quand même très important. C'est vraiment la gestion des erreurs. Parce que ça, c'est des choses, en fait, quand tu dev, c'est des choses que tu essayes de mettre en place. Ça fait partie finalement du développement. Mais je trouve qu'effectivement, sur cette partie outils no-code, les choses sont tellement bien faites qu'en fait, souvent ça marche. Et cette gestion des erreurs, elle n'est pas toujours déjà implémentée dans l'outil no-code en tant que tel. Et quand elle est implémentée, il faut savoir s'en servir. Et ça, c'est pas forcément évident. Et je trouve que ce côté dashboard là que tu nous as cité auparavant est en tout cas, de mon point de vue, hyper éclairant sur la bonne manière et la bonne pratique pour aborder ces outils no-code. Alors, en l'occurrence Make, mais je pense qu'on peut l'élargir aussi à d'autres outils. Tout à fait. Très clairement. Écoute, sur ça, comme je disais, c'est une vraie masterclass. Comment construire une équipe no-code. Il y a vraiment 5 points hyper intéressants que tu nous as cités ici. Avant qu'on ait déjà 1h15, hein, donc on va bientôt terminer, mais j'ai quand même encore pour toi 2 petites questions. Je sais que tu as commencé un petit peu à travailler dessus et j'essaie également de mon côté de travailler sur ça. Et c'est là aussi on se retrouve sur nos différents travaux, sur la partie un peu carrière pass du product builder. C'est vrai que c'est bien du coup d'avoir ces compétences en interne, mais ensuite finalement si on considère que c'est un vrai métier, et tu considères, et beaucoup de personnes considèrent que c'est un vrai métier à part entière, un vrai profil, il faut assurer ensuite en entreprise une progression de cette personne-là qui arrive pour savoir quels sont comment finalement aller du product builder année 0 à année 10, j'en sais rien, et comment est-ce qu'on évolue. Je sais que tu as commencé un peu à amorcer ça chez GoJob. Comment tu vois ce carrière pass? Déjà, c'est hyper important d'en avoir un. Toute personne qu'on recrute, on veut qu'elle se projette, et donc on veut qu'elle se projette dans son évolution. Donc c'est pour ça et pour cette raison qu'on en a fait. Comment je vois le Career Pass? On va recruter des no-codeurs qui seront plus ou moins autonomes dans la conception d'un produit, en fait. Et donc chez nous, il se trouve que
ça va te faire un petit peu rager, mais le niveau le plus bas, on appelle ça no code maker. Tant Ok, qu'on sait d'accord. pas faire, tant qu'on sait pas faire du no code fiable, on ne fait pas du produit chez nous. Et donc, il y a le niveau de Au moins, c'est base clair. où on fait du no code. Et une fois qu'on a toutes les compétences, effectivement, on devient product builder. Et au maximum, quand on va évoluer, et donc c'est là où je te rejoins pleinement, dès lors qu'on est capable de faire du no-code, on fait du produit, donc on s'appelle product builder. Et pour nous, plus on va gagner en seniorité, plus l'enjeu, ça va être à la fois de gagner en autonomie sur le volet du produit et à la fois gagner en autonomie sur le volet tech. Donc si je résume, no-code maker, c'est j'apprends à faire ma compétence de maker, de l'intégromat, les modules. Et dès qu'on devient product builder, c'est j'avance sur les deux autres dimensions. Il faut revenir à la partie recrutement, que sont le product et ce que j'appelais data / technique. Et j'apprends à gagner en autonomie sur ça. Ok. Et plus ça va en autonomie, ensuite on a fait un carrière pass qui continue même au-delà, où on a deux tracks, une track expertise, où on se spécialise soit sur de la technique, automatisation, soit sur du front UX, et un track plutôt management où je deviens head of no code, où je me mets à coacher, à manager, à apprendre à bien travailler à d'autres product builders. Donc voilà comment on le conçoit, Grosse C'est Maille. c'est super logique, effectivement, par la suite, d'avoir soit une position, même plutôt assez classique, d'avoir une position soit d'expert, de spécialiste, soit sinon de management. Ça m'intéresse, cette partie spécialisation, parce que c'est assez marrant, parce qu'aujourd'hui, en fait, les outils no-code évoluent tellement et sont tellement de plus en plus puissants qu'en fait, toi, tu la vois, cette spécialisation. Tu penses que dans 2-3 ans, tu embaucheras genre des spécialistes Make, des spécialistes Bubble, même on peut imaginer sur Bubble, sur du WeWeb, sur du Webflow, etc. On peut imaginer qu'il y ait même des personnes qui soient spécialistes en fait du back-end et des personnes qui soient juste spécialistes en fait du front, mais sur des outils no-code. Ça, c'est des choses que tu imagines. On est peut-être un peu dans la prospective, mais on est en fin de podcast, on peut se le permettre. Allez, Mais potentiellement, c'est des choses que tu vois sur des spécialisations d'outils no-code. je me suis pas projeté assez loin et dans tous les cas, lors des recrutements, je ne demanderai pas avoir un spécialiste d'outils, mais je ne demanderai pas un spécialiste Make, je demanderai un spécialiste regex, API, SQL, et puis du maker sur un outil. La logique étant ensuite la même. Et pour un spécialiste front, je ne demanderai pas un spécialiste Bubble, mais quelqu'un qui connaît à fond en design, quelqu'un qui connaît très bien un outil no-code qui permet de faire ces fonctionnalités-là. Donc à voir. En tout cas, moi, ce sera plutôt des compétences que des outils. Mais oui, on voit des outils qui se dessinent à voir comment ces boîtes-là évoluent. Et l'essentiel pour une scale-up, c'est de rester agile et de savoir s'adapter entre les outils. Carrément. Je pense que c'est bien dit, mais ce que tu as dit, c'est hyper important et c'est ce que j'essaye de défendre aussi au quotidien, c'est la partie compétences. Parce qu'on l'a vu dans le dev, il y a 10 ans, il fallait absolument être un développeur PHP et aujourd'hui, il faut être un développeur Node.js et demain, il faudra être un développeur je ne sais pas quoi. Et en fait, ça change et c'est très mouvant, mais les compétences finalement finissent par rester. On peut migrer assez facilement dessus et je pense que c'est ce qu'il faut garder parce que bah oui, peut-être que dans 5 ans, en fait, les outils dont on est en train de parler, bah, peut-être qu'ils n'existeront plus, ou alors il y aura des outils qui seront encore plus puissants pour faire ce qu'on fait à l'heure actuelle, et il faudra être assez agile pour pouvoir les avoir. Donc, Et je pense que... pour rebondir sur ce que tu disais, j'espère qu'on n'aura pas un développeur no-code front et no-code back, parce qu'on perdrait toute l'agilité et la rapidité que nous amène le no-code. Donc, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ouais, je suis complètement dans ta logique de défendre ça. Et du coup, dernier petit point, petite question que j'aime bien poser à mes invités en règle générale. Ça serait quoi tes conseils que tu aurais envie de donner à une personne qui démarre sur les outils no-code, qui a envie de se former dessus? Ça serait quoi ton angle d'attaque si aujourd'hui tu devais donner des conseils à ce type de personne? De trouver un projet réel. Je pense qu'on progresse bien mieux quand on touche à du concret. Et donc, quand on ne veut pas apprendre à Bubble, le tuto de Bubble est très bien fait. Et il faut passer par là. Mais on apprendra le mieux en Bubble en ayant un projet concret et finalement l'envie de faire quelque chose de fini qui nous tient à cœur. Donc, le meilleur apprentissage, de toute façon, ça reste pour moi l'expérience professionnelle. Nous, chez CoJob, le no-codeur, ils apprennent le plus en faisant du no-code tous les jours.
Et du coup, pour quelqu'un qui n'est pas embauché en tant que product builder, peut-être simuler ça en ayant un projet. On a tous des projets qui nous tiennent à cœur et en utilisant le no-code pour monter dessus sur un projet réel. Ok, d'accord. C'est toute l'importance finalement du portfolio, hein. On ne devient forgeron qu'en forgeant. Je ne sais plus si c'est ça, mais je crois que c'est à peu près ça le slogan, la devise, mais finalement ça se marie assez bien avec les outils no-code, et même dans le dev, hein, on ne devient vraiment dev qu'à partir du moment où on a vraiment été sur un projet, sur des problématiques spécifiques. Donc effectivement, c'est un gros point. Écoute, à moins que tu aies d'autres conseils, plus d'1h20 oui, je suis obligé d'appeler ça une masterclass parce que tu as dit tellement de choses hyper intéressantes. Finalement, c'est bien ce que je disais au début. J'étais très content que ça se fasse et je suis vraiment très heureux de t'avoir reçu, Thibaut, dans ce podcast, parce que je pense que tout ce que tu as dit sont vraiment des choses qui vont aider à la fois d'un point de vue RH, à la fois ces équipes, et vont vraiment dans le sens d'une professionnalisation de ce profil. Et donc, je voulais vraiment te remercier pour tout ton partage, parce que je sais que c'est des choses qui vont énormément servir. Donc, un grand merci. J'ai envie de dire que tu reviens dans ce podcast, évidemment, quand tu veux. On pourra peut-être se faire ce petit webinar pour rentrer peut-être plus en détail sur différents points. Avec grand plaisir. Le mot de la fin, c'est peut-être on a commencé à aborder des sujets. On est sur un marché qui évolue beaucoup. Donc, on a des premières pistes de réflexion, mais on n'a pas la vérité infuse. S'il y en a qui écoutent ce podcast et qui se posent les mêmes questions, je pense, échangeons et on sera ravis d'apprendre avec eux. Je pense que c'est une bonne pratique sur un marché comme ça qui se construit que d'échanger. Donc nous, chez GoJob, en tout cas, on sera ravis de vous accueillir dans nos locaux sur Aix, voilà, pour revenir sur Aix-en-Provence, ou alors de se faire des sessions virtuelles pour craquer ces sujets. Eh bien, trop bien. Le message est passé. Un grand merci, Thibaut, pour ton temps et tout ce que tu nous as partagé. Et je te dis à très vite et encore merci. À très bientôt. À plus. Merci à toi. Ciao. Et voilà, c'est déjà fini. On va devoir se quitter ici. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère bien évidemment que tu auras passé un bon moment et surtout que tu auras appris de nouvelles pratiques qui pourront t'aider dans ta carrière et tes projets. Mais avant de partir, si l'univers des outils no-code t'intéresse, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux où la discussion continue. Également à noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et surtout à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Si tu souhaites te former aux outils no-code, rendez-vous directement sur le site d'Uncode School. Si tu souhaites trouver un job ou embaucher un product builder dans ton entreprise, rends-toi directement sur productbuilder.fr où des centaines d'offres d'emploi no-code sont déjà présentes et n'attendent que toi. Tu connais peut-être même ma newsletter No Code Session où j'y parle de l'actualité no-code chaque semaine. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Bref, tu connais la chanson. Tous les liens sont en commentaire de ce podcast. D'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et comme on dit, à ciao, bonsoir.